Bien, bonsoir, merci à tous d'être de votre présence. Nous recevons ce soir Christophe Clergeau, premier vice-président de la région des Pays de la Loire. C'est avec plaisir qu'on accueille un élu jeune et un jeune élu qui exerce des responsabilités importantes dans le territoire dont le point de vue compte aujourd'hui. Nous l'avons invité au titre de la délégation Nouveaux Médias Réseau Numérique, animée par Pierre Montel, du Conseil de développement, pour évoquer avec lui ce territoire numérique qui se dessine peu à peu, mais dont on cerne encore assez mal et l'ampleur et les conséquences. Nous avons donc un grand nombre d'interrogations autour de ce territoire numérique. Cela concerne l'économie, l'innovation, mais aussi l'éducation, la culture, la vie quotidienne, les nouveaux rapports à l'information. L'adjectif numérique, finalement, on peut l'adjoindre à tous les substantifs de la langue française. Mais où sont les vrais enjeux? Nos schémas classiques sont bouleversés. Qui est propriétaire de quoi? Qui rémunère qui? Comment différencie-t-on le public du privé? Finalement, nous appréhendons difficilement une virtualité qui a des conséquences néanmoins bien réelles. Nous voyons aussi surgir des mouvements fulgurants. Celui de l'open data en est un, qui voit les grandes villes s'engager une à une dans la libération de leurs données publiques, sans forcément que la réflexion soit toujours très avancée sur les conséquences. Dans ce contexte nouveau, quel est le rôle de l'action publique, et notamment de la région? Quels sont les risques de fracture? Un monde nouveau est en train d'émerger qui bouleverse beaucoup de repères traditionnels. Et au moment où nous réfléchissons aux nouveaux projets de territoire à l'horizon 2030, il est essentiel pour nous de discerner ou de tenter de discerner, au-delà des effets de mode, les tendances de fond derrière ces transformations numériques. C'est la raison pour laquelle nous attendons beaucoup de cet échange pour nourrir utilement nos travaux. Et je voudrais remercier en votre nom à tous, Christophe Clergeau, d'avoir accepté notre invitation. Je terminerai simplement pour le prévenir, mais je pense qu'il en est conscient, qu'il échappera sans doute pas à des interrogations relatives aux résultats qu'on va qualifier de décevants des appels à projets de l'État autour du grand emprunt. Et j'escompte qu'il puisse nous dire un petit mot de cette situation. Voilà, en tout cas, merci encore. Peut-être que Pierre veut ajouter un petit mot. Merci. Pas grand-chose à rajouter sur les propos introductifs de notre président, si ce n'est remercier à nouveau Christophe. Vous rappelez les conditions de cet échange. On commence par donc une audition à caractère magistral de Christophe Clergeau, puis suivra un échange avec chacun d'entre vous sur toutes les thématiques, tant que ça reste évidemment empreint de respect. Ce sont les valeurs des échanges du Conseil de développement. D'habitude, c'est toi, Philippe, qui les rappelle. Et juste vous rappeler, pour ceux qui devraient partir un peu plus tôt, que la prochaine séance aura lieu le 13 avril et qu'à la place de Christophe siégera Jean-Marie Biette, le directeur départemental de Ouest France. À toi, Christophe. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci Philippe, merci Pierre de m'avoir invité. J'ai répondu avec vraiment grande sincérité et spontanéité, d'abord parce que en tant que citoyen de cette agglomération, en tant qu'élu communautaire, puisque je suis aussi élu communautaire, élu à Sainte-Luce-sur-Loire, je suis très attaché aux travaux du Conseil de développement. Et la région aussi, en tant qu'institution, a fait le choix, depuis 2004, de s'appuyer beaucoup sur les réflexions des conseils de développement pour porter les réflexions et les projets des territoires. Donc c'était naturel de ma part de répondre à l'invitation du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors je ne vais pas faire trop de politesse pour aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc d'abord quelques mots de présentation et pour situer mon intervention. J'ai juste cherché non pas à montrer toutes mes médailles en chocolat, mais à rappeler quelques fonctions que j'occupe ou que j'ai occupées par rapport à cette question du numérique. Donc je suis actuellement premier vice-président donc, de la région, président d'une commission très large qui couvre toutes les activités développement économique, enseignement supérieur, recherche. Et on a fait le choix de faire du numérique au sens de la filière d'activité, une filière parmi les autres des politiques régionales dans le domaine du développement économique et de traiter à deux endroits séparés les activités numériques, économiques ou sociétales, sociales, et la question des réseaux. Donc je ne suis pas directement en charge des réseaux, même si j'interviens quand même un peu dessus aussi.
Et donc, en tant que premier vice-président de la région, j'ai piloté avec l'État l'élaboration de la SCORAN, on y reviendra, la stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique, donc qui touche à la fois à la question des services et à la fois à la question des réseaux. Dans le mandat précédent, j'étais à la commission éducation. J'étais pilote d'un projet qui s'appelait Espace numérique régional de la connaissance, qui fédérait plusieurs initiatives dans le domaine de la mobilisation des outils numériques autour de la connaissance et de la formation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à faire émerger plusieurs projets, dont l'environnement numérique de travail illico pour les lycées, sur lequel je reviendrai. Et puis, cette casquette est souvent moins connue, donc je suis premier adjoint au maire à Sainte-Luce-sur-Loire, chargé de l'éducation et de la jeunesse. Donc je m'occupe aussi des ordinateurs dans les écoles. Et on est engagé avec le rectorat dans une expérimentation environnement numérique de travail pour le premier degré. J'y reviendrai aussi. Alors tout ça, ça pourrait vous donner à penser que je suis un spécialiste du numérique. Donc je ne suis pas un spécialiste, parce qu'à aucun moment de mon parcours, j'ai eu cette question-là comme objet en tant que tel de ma délégation, dans lequel je me serais jeté à corps perdu et de manière complètement exclusive. À chaque fois, c'était un des volets de mon activité. Donc j'ai plus une réflexion de praticien, de quelqu'un qui a rencontré cette question-là à travers d'autres portes d'entrée à différents moments de son parcours et de ses responsabilités, plutôt que d'être un spécialiste. Et j'ai pas choisi pour préparer cette intervention de lire pendant 15 jours tous les articles les plus récents sur les enjeux du numérique pour montrer que je suis très savant, mais plutôt d'essayer de restituer donc un regard, une réflexion personnelle, donc forcément partielle, et qui ne répondra pas à toutes les questions que tu as soulevées, parce que je pense que toute votre série de rencontres aura du mal à y suffire. Alors, mon point de départ pour finir ces mots d'intro, ce sera: le numérique est-il encore un sujet neuf? Quel statut doit-il avoir dans le débat public? Et en gros, ce que je vais défendre comme idée, c'est une logique de banalisation et d'intégration de la question numérique dans les politiques publiques, plutôt que d'affirmation du numérique comme un enjeu spécifique, autonome, à part entière, qui nécessiterait des lieux forcément toujours autonomes et des cénacles de spécialistes. Alors vous avez peut-être vu ces derniers jours cette image qui a fait le tour de YouTube et de tous les blogs où Obama a été interviewé donc, par un journaliste qui lui disait: Monsieur Obama, avez-vous un iPad? Avez-vous un ordinateur? Et Obama lui répond, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, je suis le président des États-Unis, est-ce que vous croyez que je vais aller emprunter l'ordinateur de quelqu'un d'autre? Au-delà de la performance, pour ceux qui ont vu la scène de l'homme politique, de la bête politique, il y avait quand même cette idée forte que vivre, baigner dans les outils numériques était pour un homme politique américain de premier plan quelque chose de parfaitement banal, et c'était devenu étonnant et presque ridicule de la part du journaliste de lui poser la question. Alors on n'en est pas tout à fait là en France, mais je pense que c'est quand même dans cette direction qu'on va, et que si on veut un petit peu anticiper, il faut se placer de ce point de vue. Donc je vais essayer d'aborder 6 questions. Une rapidement sur la notion de virtuel, mais Philippe l'a déjà presque évoqué. Une autre donc sur les accès, les réseaux numériques, donc là où je détaillerai un peu plus ce sur quoi on travaille à la région. Je voudrais aborder la filière économique du numérique à travers la création récente de Ouest Numérique et d'autres initiatives, la question des e-services et de l'e-éducation, les dynamiques d'innovation sociale et le rapport à l'information. Donc là encore, je ne serai pas exhaustif à chaque fois. Je livrerai des réflexions, des témoignages, des éléments glanés à travers mon parcours et mes responsabilités. Alors, vous avez dit virtuel. D'abord, le sujet numérique reste pour moi, dans ce que je constate dans le monde politique, relativement virtuel, au sens où on entend vulgairement virtuel quelque chose de flou, quelque chose qui échappe à l'appréhension, qui glisse un peu entre les mains. Même si on constate quand on fouille cette question est omniprésente dans notre vie et notre environnement, elle est peu traitée dans les politiques publiques en tant que telles, peu traitée dans le débat public et politique, et cette question est surtout réservée à des spécialistes qui apparaissent généralement comme techniques. Ma plus grande souffrance n'a pas été de me sentir exclu par les mots des GICS, parce que ça, à la rigueur, on rentre dans les usages, on comprend. Ça a été de travailler avec des hommes de réseau
puisque là j'avais vraiment l'impression que je n'avais absolument rien à faire dans cette réunion, qu'il y avait une rationalité technique de ceux qui savaient, qui excluait toute logique de délibération collective et qui faisait écran à la possibilité pour le politique d'appréhender ces questions. Donc il y a quand même, c'est vrai dans beaucoup de domaines, mais c'est surtout vrai dans celui-là, à la fois un problème d'appropriation et à la fois un problème de barrières mises par les spécialistes, mais ce n'est pas encore spécifique à ce champ, qui rend problématique l'appropriation et la mise en débat public de cette question du numérique, d'autant plus qu'il y a quand même un grand décalage de génération entre les utilisateurs et les décideurs, et y compris moi, je ne suis plus si jeune que ça, donc je fais partie des générations très intermédiaires par rapport à ce que sont les ados, par exemple, aujourd'hui. D'autant plus que personne n'est réellement compétent. C'est-à-dire, si vous prenez la question qui est responsable du numérique, ben c'est tout le monde et personne. On pourra y revenir dans la discussion. Donc ce sujet a tendance à passer un peu comme la patate chaude entre plusieurs décideurs, alors que, comme vous le constatez vous chaque jour, les appropriations, les usages vont beaucoup plus vite que la politique. Donc Coluche, qui est le plus grand philosophe du deuxième partie du XXe siècle, nous disait « Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne le voit pas, et plus on le cherche, moins on le trouve. » Le numérique, c'est un peu pareil. Donc quand on veut comprendre la place qu'il tient dans la politique, il faut le tracer, et il faut voir à chaque fois comment il est traité, alors qu'il n'apparaît pas forcément comme un sujet à part entière dans le débat public. Par contre, il apparaît de manière extrêmement concrète, extrêmement peu virtuelle dans les décisions qu'on est amené à prendre et les questions qu'on est amené à traiter. Donc le numérique, pour nous, c'est d'abord des tranchées et des pylônes, y compris à Sainte-Luce-sur-Loire, quand un opérateur téléphonique veut implanter un nouveau relais et que les habitants protestent et que la municipalité doit se positionner, traîner au tribunal administratif. Je n'y reviens pas après, on pourra revenir sur cette expérience. Une formidable débauche d'énergie. On parlera des smart grids et des enjeux énergétiques du numérique en tant que tel, et j'y reviendrai à travers une illustration, mais aujourd'hui, le numérique, les outils numériques sur la planète consomment à eux seuls beaucoup plus d'énergie que la majorité des pays de cette planète. Ensuite, des énormes problèmes d'usage, de maintenance, de vie quotidienne, dans les écoles, dans les lycées. La première question du numérique, c'est le troisième point que j'évoque ici, c'est mon réseau RAM, mon ordi a planté, personne ne vous parle des usages de demain, on vous parle de la banalité d'un outil qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas et sur lesquels vous avez des exigences. À la région, on nous dit souvent mon entreprise déménage. Les entreprises, on y reviendra, ont un haut niveau d'exigence par rapport aux services numériques et la mobilité des entreprises est en partie aujourd'hui liée à l'accès au réseau à haut débit ou très haut débit. Et puis la guerre numérique est arrivée. Pour ceux qui ont suivi il y a quelques semaines, les journaux et les télés ont parlé d'une offensive israélienne sur les centrales ou les installations nucléaires iraniennes et que les Israéliens auraient réussi à mettre en échec une partie du programme nucléaire iranien en verrouillant et en faisant bugger un certain nombre d'outils numériques. Moi, il y a 2 ans, j'ai lu un bouquin qui s'appelait Babel Minute Zéro. Je ne sais pas si certains ont lu ce livre-là, où la guerre numérique éclatait, commençait par la guerre entre la Chine et le Japon, et dégénère en 3e guerre mondiale. Donc tout ça, c'est pas que du virtuel aussi. On est aujourd'hui avec une présence de ces questions-là au cœur des rapports de force et des confrontations. Illustration, la campagne que mène actuellement Greenpeace contre Facebook, puisque Greenpeace reproche à Facebook, contrairement paraît-il à Google, d'avoir de l'électricité qui vient essentiellement de centrales à charbon et amener une campagne militante pour demander à Facebook de s'engager dans un approvisionnement énergie nouvelle pour être plus en conformité avec ce qui est censé être l'éthique ou la démarche de Facebook. Donc là, on voit bien une question numérique, puisque c'est bien d'usage numérique et de leur place dans l'économie d'aujourd'hui qu'il s'agit, qui reboucle totalement sur des questions extrêmement opérationnelles. Donc je crois que cet interfaçage entre les sujets numériques et des sujets ressources humaines, infrastructures techniques, énergie, rapport de pouvoir, rapport de force, c'est d'abord ça, l'entrée pour les politiques que je côtoie et pour moi, par rapport à la question numérique, avant d'être le numérique en tant que tel. Alors si on vient maintenant aux accès qui occupent beaucoup,
Donc là, ce sont des choses finalement assez banales. Donc on sait tous que les infrastructures numériques sont des infrastructures au moins aussi importantes que les routes ou les aéroports aujourd'hui. Que le gouvernement a ressenti le besoin de structurer la démarche dans les territoires en termes d'aménagement numérique. Donc ça a donné naissance, je ne rentre pas dans les détails, mais un schéma de cohérence régionale d'aménagement numérique, donc qui lui est bien régional, donc que j'ai piloté avec l'État, et des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique qui vont être dans la région développés au niveau départemental, sauf le Maine-et-Loire et la Sarthe qui vont peut-être le faire ensemble, et qui sont censés expliciter comment on va planifier le développement des réseaux numériques dans les 10 prochaines années. Nous, on a fait le choix en Pays de la Loire d'avoir des SDAN et une SCORAN sur la période 2010-2020. Donc au cœur de ces réflexions, on retrouve des sujets classiques en termes d'accès. Donc qui sont les usagers prioritaires? Quel est le niveau de service et de débit souhaité? Quels sont les moyens financiers? Qui paye, qui est propriétaire, etc. Et comment s'articulent les interventions publiques et privées, puisque là, on est au cœur du domaine de l'économie, bien entendu, des opérateurs télécoms. Donc je crois qu'il faut juste rappeler ce qu'est aujourd'hui l'enjeu de l'aménagement numérique du territoire. Il y a un terme cher à Bernard Stiegler, qu'on connaît bien dans cette ville, qui est celui du territoire réticulaire, où on est en lien, en communication, en échange, en logique contributive avec des acteurs qui peuvent être dans des lieux, des formats extrêmement diversifiés. Et du coup, le numérique est l'outil privilégié pour tordre les territoires, s'abstraindre d'un certain nombre de contraintes physiques pour installer un monde de l'échange qui redonne aux territoires des opportunités, s'ils y ont accès, ou qui, au contraire, les privent et les éloignent de cet échange et de ces opportunités s'ils en sont éloignés. Donc la question qui est posée aujourd'hui est bien celle-là, et de savoir quels sont les hommes, les femmes, les territoires qui vont être en capacité de participer à cette conversation planétaire, à cette économie contributive, à ce dialogue très déconcentré, très éclaté, pour échanger, aussi bien en termes social, politiques, économiques, inventer des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouveaux modes de vie. Et donc, dans l'Ouest, ça nous interpelle de manière spécifique, puisqu'on retrouve la même question que partout, vie et mort des territoires, ceux qui se risquent d'être coupés de cette ressource numérique peuvent être mis totalement à l'écart du développement, mais aussi comment est-ce qu'on est fidèle à une histoire d'un territoire maillé, d'un territoire en réseau, où une série de grandes villes, de villes importantes, de villes moyennes, de bourgs, maillent l'ensemble du territoire régional, font en sorte qu'on peut accéder aux services, qu'on vit dans un territoire d'échange, de mobilité extrêmement importante, qui valorise les compétences et qui permet des dynamiques citoyennes plus fortes. Donc au-delà de l'enjeu global, il me semble qu'il y a pour nous un enjeu spécifique pour préserver un modèle social et politique de l'Ouest. Alors la situation d'aujourd'hui, donc c'est des données que vous connaissez peut-être, en tout cas j'ai voulu rappeler, le fait qu'on est plutôt bien avancé sur la DSL. La problématique principale qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas celle de la DSL, c'est à terme ce qu'on voit ici, c'est-à-dire comment les opérateurs privés voient les perspectives de leur déploiement. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà vu quand un collègue de Nantes Métropole était venu faire une présentation. Mais aujourd'hui, les zones denses, très denses, sur lesquelles les opérateurs vont tout de suite, donc c'est uniquement Nantes, donc 0,1% de la superficie de la région, 10% des foyers des entreprises. La zone moyennement dense sur laquelle on peut espérer qu'ils déploient la fibre au domicile, le FTTH, dans les années qui viennent, c'est 1% de la superficie du territoire, même si c'est 19% des foyers, 18% des entreprises. Et l'ensemble du reste du territoire, 99% du territoire, 71% des foyers, 72% des entreprises, sont des zones pour lesquelles aujourd'hui les opérateurs privés n'ont pas de projet ou de perspective de rentabilisation de leurs investissements, et où il faudrait que ce soit l'intervention publique qui assure le déploiement du numérique. Alors je parle au conditionnel, évidemment, parce que là, ça figure dans la SCORAN. On a fait une projection à 10 ans
sur la base de la connaissance qu'on a aujourd'hui des techniques, de leurs coûts. Ça peut évoluer évidemment radicalement, le marché peut bouger extrêmement vite et changer cette donne. Mais aujourd'hui, on est quand même, nous, interpellés sur cette question-là. Alors, qu'est-ce qui figure dans le scénario régional qui a été adopté dans cette SCORAN? Donc d'abord, on distingue trois données. Donc le haut débit de qualité pour tous, enfin le haut débit de qualité, pardon, donc le standard du triple play, des spécialistes, certains disent 2 mégas, certains disent un peu plus. Le très haut débit, donc qui arbitrairement a été fixé à 100 mégas, et la fibre au domicile pour tout le monde, qui n'est pas la perspective retenue à échéance de 2020, même si on sait que ce sera probablement la technologie qui sera majoritairement déployée à plus long terme. Ce qu'on a fixé comme horizon pour 2020, c'est 2 priorités régionales. Donc le haut débit de qualité pour tous, donc la résorption de toutes les zones d'ombre pour l'accès aux services grand public de base, et le très haut débit pour les cibles prioritaires. Et les cibles prioritaires, ce sont celles qui figurent en dessous. Donc les communautés de l'innovation, donc enseignement supérieur, recherche, centres techniques, lieux d'innovation, lycées, notamment lycées professionnels et technologiques, plateformes régionales d'innovation, santé, CHU, grands centres de santé, et les zones d'activité d'entreprise, avec une nécessité de prioriser entre les zones ou les entreprises pour qui cette ressource est absolument vitale et celles qui peuvent attendre en termes de montée en gamme. Donc ça, c'est le scénario régional. Ensuite, dans l'élaboration des SDAN, les départements peuvent choisir d'aller plus loin et se fixer des objectifs complémentaires. Donc comment y arriver? Donc en évitant la concurrence entre les différents opérateurs publics et en jouant la complémentarité entre opérateurs publics et privés. Donc le déploiement des opérateurs privés, on a tous intérêt à ce qu'il aille le plus loin possible, si on raisonne d'un point de vue strictement financier. Le rôle structurant de Gigalis, donc un petit focus sur Gigalis. Donc Gigalis, c'est le projet régional qui vise à doter en gros la région d'autoroutes numériques avec un très haut niveau débit, un très haut niveau de service, pour ensuite permettre à des opérateurs, on va dire de proximité, de se greffer sur ces autoroutes pour développer des services locaux, ou livrer directement des prestataires, des clients qui ont des besoins très spécifiques. Les hôpitaux, les grands centres de recherche, les universités en font partie, qui sont des besoins aujourd'hui peu mal couverts ou à trop cher par le marché. Donc on a aujourd'hui cette architecture qui est sécurisée avec des boucles, qui est reliée au grand réseau d'Internet et de Renater. Donc Renater, c'est l'Internet de l'enseignement supérieur. Et on est en train de développer une boucle complémentaire sur le littoral pour compléter le réseau qui est aujourd'hui existant et qui figure en bleu. Donc tout le problème, tout l'intérêt de Gigalis, c'est d'offrir cette architecture régionale. Tout le problème, c'est de s'articuler avec les départements ou les agglomérations qui ont fait le choix de développer leur propre réseau, donc notamment le Maine-et-Loire et la Sarthe, notamment Nantes Métropole ou l'agglomération de Laval. Donc il faut qu'on essaie de ne pas trop se marcher sur les pieds pour ne pas gaspiller l'argent public et pour bien se coordonner. Donc concertation non concurrence, convergence des prix et des services. Là l'idée c'est que si certains sont trop chers et offrent une mauvaise qualité de service, il faudra bien qu'ils acceptent de se faire concurrencer par d'autres. Ce scénario qui est loin d'être la fibre en tout point, qui est uniquement sur le haut débit de qualité pour tous et le très haut débit pour certains, ça coûte 450 millions d'euros de fonds publics pour la région, sur le territoire régional dans les 10 ans qui viennent, sachant que dans les investissements d'avenir, le grand emprunt, l'État n'a prévu que 750 millions France entière. Donc ça vous donne une idée du gap qui reste à franchir déjà pour atteindre cet objectif, qui est un objectif somme toute limité. Donc voilà sur les réseaux et l'accès. Alors pour la région, et je vous l'ai dit au début, on a choisi de séparer les choses. Il y a une question d'accès et il y a une question de développement économique. La filière numérique, c'est une filière parmi les autres, comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme l'agroalimentaire.
Et une filière, c'est de la structuration collective, des emplois dans le territoire et de l'activité économique. Donc vous avez dû suivre la création donc, de Ouest Numérique, qui a fédéré plusieurs structures qui existaient déjà depuis plusieurs années et qui donnent aujourd'hui une cohérence régionale à cette filière, ce qui est un point d'appui extrêmement important pour préparer la suite. Et ce qui était pour nous, même si la région a fait déjà beaucoup de choses pour accompagner les porteurs de projets économiques dans cette filière, une étape indispensable pour accélérer et aller plus loin. Donc vous retrouvez à la création de Ouest Numérique des partenaires et des animateurs bien connus du paysage régional. Donc là, je fais que reprendre des données de Ouest Numérique elle-même, mais qui montrent l'importance de cette filière. Donc 26 000 emplois directs dans les entreprises prestataires, 20 000 informaticiens dans les entreprises utilisatrices, donc 46 000 emplois, 56% des emplois en Loire-Atlantique, une très grande majorité de ces emplois sur l'agglomération nantaise. Donc c'est aujourd'hui une filière majeure, une des principales de l'économie régionale et de l'économie métropolitaine, avec des caractéristiques connues des filières émergentes. 65% des entreprises créées depuis 2000, 85% des entreprises de moins de 9 salariés. Ils se sont donné un programme de travail extrêmement ambitieux, qui touche des domaines quand même assez diversifiés. Il ne faut pas, quand on parle numérique, penser que logiciel. On parle aussi de cloud computing, de systèmes embarqués, d'informatique et énergie, etc., etc. Donc c'est autant de sous-filières qui fédèrent un certain nombre d'entreprises. Alors qu'est-ce qui est important pour nous ? Pour nous, c'est qu'il y ait une communauté et des outils autour de Ouest Numérique et que ces outils ont vocation à fonctionner collectivement. Ça, c'est l'étape qui reste à franchir, une des étapes qui reste à franchir pour les prochaines années, c'est qu'on arrive à avancer du même pas sur le volet économique que je viens de rappeler, sur la recherche, avec Atlantic, donc la Fédération de recherche nantaise, l'INRIA, donc l'Institut national dans le domaine informatique, qui est pour le moment implanté à Rennes avec des équipes à Nantes et qui travaille sur un projet d'implantation physique à Nantes. La formation, École des mines, Université de Nantes, où il y a quand même une filière de formation très importante. Les plateformes régionales d'innovation qu'on connaît, qui certaines ont été initiées depuis plusieurs années, ont débouché récemment, d'autres sont encore en travaux. Donc la cantine numérique, dont l'inauguration a eu lieu il y a peu de temps. La Vallée du Libre, qui est encore un projet en partie en gestation, qui vise à faire se rencontrer des grands donneurs d'ordre, des PME et des centres de recherche pour développer des nouveaux services, des nouveaux produits. Stéréolux, qui est un projet de La Fabrique pour croiser les compétences des artistes et des entrepreneurs du numérique sonore, visuel ou autre pour inventer là aussi de nouveaux produits, de nouvelles démarches. Illiger, qui est un projet de plateforme logicielle libre sur l'e-administration. Et on pourrait en citer d'autres. Il y a d'autres projets qui courent avec des supports essentiellement numériques sur la responsabilité sociale et environnementale, sur la consommation durable. Il y a beaucoup de projets collectifs qui demandent de l'investissement public pour leur démarrage et qui peuvent déboucher sur des vraies micro-filières ou grades d'entreprise qui peuvent se développer derrière. Donc cette filière doit aller plus loin dans son organisation collective et elle doit aller plus loin dans son organisation économique. Donc Ouest Numérique, c'était nécessaire pour devenir visible, parce que la filière était importante mais peu visible. Elle doit s'affirmer dans un cadre interrégional, notamment dans le cadre d'images et réseaux, puisqu'aujourd'hui, c'est nos amis bretons qui sont les plus visibles dans ce domaine et on doit agir ensemble. Gérer la diversité, plein de sous-thématiques, plein de grandes gueules, plein de gens à très forte personnalité, donc il faut faire vivre tout ça. Grandir sans partir. Est-ce que toutes les petites PME, TPE qui sont nées ici vont savoir grandir ici ? Est-ce qu'on va savoir les aider à grandir ici ? On pourra revenir sur toutes les questions de financement du développement de ces entreprises. Donc l'enjeu, c'est de les faire grandir ici pour en faire un atout essentiel pour l'avenir de notre économie. Organiser la chaîne de valeur. Je ne suis pas sûr que les relations entre les donneurs d'ordre, les grands intégrateurs de logiciels ou les grands gestionnaires de systèmes d'information et les petites entreprises de la filière soient meilleures qu'entre des grands groupes industriels et des TPE de l'industrie. Les rapports sont souvent assez brutaux. Et puis redonner une attractivité au métier, puisque pour ceux qui ne l'auraient pas constaté,
Côté formation, la situation est relativement catastrophique et il y a besoin de se réveiller extrêmement rapidement si on ne veut pas qu'il y ait des dégâts irréparables qui soient faits et qui grèvent fortement le potentiel du territoire et la capacité à répondre à l'évolution extrêmement rapide des besoins pour les entreprises existantes ou les entreprises à créer. Donc ça fait énormément de boulot. Donc là, on pourrait y revenir dans le détail. La démarche régionale est extrêmement simple. Nous, on a une boîte à outils, ressources humaines, investissement physique, investissement immatériel, développement financier des entreprises. Et notre travail, c'est d'essayer de coller au mieux aux besoins des boîtes pour accompagner leurs projets et leur dynamique de développement en essayant de combiner la boîte à outils de la manière la plus souple possible. Donc c'est un défi. Je pense qu'il y aura des questions là-dessus. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Et là encore, dans cette région, quand on pense économie, on pense industrie. Quand on pense industrie, on pense industrie mécanique et matériaux. Donc il faut apprendre à penser numérique et il faut aussi apprendre à penser service. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors pour terminer, parce que je serai plus rapide sur les 3 derniers points, qui sont plus des éléments de réflexion ou de témoignages personnels, j'ai voulu prendre quelques exemples des questions que je me pose ou de ce que j'ai constaté autour de moi sur 3 entrées, donc e-éducation, l'innovation sociale et le rapport à l'information. De toute façon, si je ne traitais pas du rapport d'information à l'information, je me faisais engueuler par Pierre, donc c'était un point de passage obligatoire en tout état de cause. Alors je vais vous parler de l'île-Dieu d'abord. Je suis Philippe Doux de la Cité publique régionale qui connaît bien ce dossier. Pourquoi l'île-Dieu ? Puisque là on a un territoire en région qui veut devenir un territoire instrumenté, qui veut devenir un laboratoire de technologie et d'usage autour des énergies renouvelables et autour du numérique. Il y a d'autres expériences innovantes ou territoires qui se mobilisent sur ces enjeux. Pourquoi j'ai cité celui-là ? Parce qu'il s'est donné comme objectif de travailler sur à peu près tout ce qu'on peut imaginer en termes de mobilisation du numérique, aussi bien donc e-formation, télémédecine, e-service, e-administration, gestion intelligente des réseaux d'énergie, donc aussi bien compteurs équipés, voitures électriques, gestion intégrée de l'ensemble de la chaîne d'électricité sur l'île. Et, ce qui est le plus rare, observation des pratiques, c'est-à-dire qu'une dimension sciences humaines, sociologique, de travail avec la population, pour comprendre les transformations dans la confrontation à tous ces services numériques, pour mieux comprendre les usages, pour mieux réfléchir à l'adéquation entre les attentes et les outils qui sont proposés. Donc ce qui est vraiment intéressant sur l'IDIE, c'est que c'est un projet décidé par les élus, voulu par les habitants. Ce n'est pas un projet qui a été débarqué par tel ou tel organisme de recherche ou telle collectivité locale. Et je crois que ça montre bien que c'est possible d'avoir une stratégie intégrée d'innovation numérique sur un territoire qui mobilise les acteurs du territoire et qui ne soit pas une question de spécialistes. Donc il y a des besoins d'accompagnement extrêmement forts. Là, la région va être aussi active là-dessus. L'IDIE va devenir une plateforme régionale d'innovation, de facto, à sa demande, et on va travailler avec des PME innovantes de la région et de Bretagne, des organismes de recherche, un nouvel acteur émergent de la recherche en région qui est le commissariat aux énergies atomiques et alternatives, qui fait beaucoup de choses et de moins en moins de nucléaire. Et donc je crois que ce sera un exemple intéressant à suivre et que c'est une démarche qui peut peut-être servir d'élément d'inspiration pour d'autres territoires. Alors sur éducation et numérique, moi j'ai une expérience négative. Je le dis clairement, je tire un bilan mauvais des expériences auxquelles j'ai été confronté. J'y reviendrai pas dans le détail, je reviendrai juste sur mon expérience à Sainte-Luce. Pourquoi ? Parce que on a mis un maximum d'argent, on n'a pas mis les moyens d'animation et de maintenance, parce que les compétences sont dispersées et que c'est beaucoup plus compliqué de financer des emplois que de financer des ordinateurs. Et on est allé vers des environnements numériques de travail qui devaient constituer des outils d'une dynamique pédagogique forte et qui sont devenus, pour l'essentiel, des outils de gestion administrative performante, soit en interne des administrations d'État ou régionales, soit en interne des établissements. Alors cahier de texte, notes, transmission des notations des agents, des demandes de congés, de tout ce que vous voulez, ça, les ENT en sont plein à craquer. La pédagogie, moi, je ne la vois pas.
en dehors d'une logique d'explorateurs, d'expérimentateurs, de passionnés fous, qui réinventent leurs cours, qui réinventent la manière d'enseigner, qui travaillent de manière différente avec les élèves, avec les étudiants, qui mettent à disposition des ressources. C'est aujourd'hui une fraction infime du personnel universitaire ou scolaire, les universitaires n'étant pas meilleurs que les enseignants du secondaire dans ce domaine. Donc, pas de révolution numérique, pas d'éducation numérique, de la même manière qu'il n'y a jamais eu dans l'éducation nationale en France d'éducation à l'image ou à l'information. Il n'y a pas plus de réflexion sur ce qu'est le numérique dans la vie des jeunes et dans la société dans laquelle ils évoluent. Et pour ce qui concerne la formation à distance, il y avait là aussi une logique de précurseur, notamment à Nantes, construite dans les années 80, avant aussi, mais qui s'était mis au numérique dans les années 80-90. Et aujourd'hui, on est dans un plat, à une absence de relais par les institutions et une absence de mobilisation de ces outils pour aller chercher des étudiants ailleurs, faire rayonner les formations, etc. Alors mon jugement est sévère parce qu'il est en masse. On trouvera, et il y en aura dans la salle, tel établissement, telle formation, tel site où des choses extraordinaires ont été faites. Si je regarde en masse le système éducatif, volontairement, j'arrive à un bilan que je trouve assez négatif. Et le paradoxe final, c'est que, pour prendre un exemple, à la région, on avait un appel à projet innovation numérique dans l'enseignement supérieur. Les demandes ont baissé au fil des années. Nous l'avons arrêté et personne ne nous a rien demandé. Donc nous n'avons même pas d'expression de besoin forte des institutions éducatives en dehors de l'équipement technique et matériel. Et donc pour moi, il y a vraiment une question forte, c'est comment on réveille le débat sur ces enjeux. Alors, le plus instructif ou le pire, c'est ce qui m'est arrivé à Sainte-Luce-sur-Loire, puisqu'on avait essayé de tout bien faire. Donc on avait dès le départ une école qui avait une web radio, qui avait un embryon de NT. On avait une autre école qui était extrêmement mobilisée. Nous, on a fait depuis 2007 un effort très important d'équipement diversifié, classe mobile, tableau blanc interactif. Toutes les écoles, y compris les maternelles, ont un réseau interne. On a mis en place un dispositif qui s'appelle coup de pouce informatique pour prendre le relais des enseignants dans l'acquisition des compétences du B2I, qui est le certificat que les enfants qui sortent de l'école primaire doivent détenir, entre guillemets. C'est des vérifications de compétences qui ne figurent pas dans le programme, enfin qui figurent dans le programme officiel, mais pas dans la charge de travail des enseignants. Donc ils font comme ils peuvent quand ils veulent. Et donc il y a des jeunes qui sortaient en dehors. Donc avec l'Amicale laïque, on a mis en place un dispositif pour rattraper un maximum de jeunes. À Sainte-Luce, c'est pas trop compliqué parce que c'est plutôt classe moyenne supérieure. Dans d'autres quartiers, j'ose pas imaginer ce que ça donne. Et puis, on a été sollicité par le rectorat pour se lancer dans une expérimentation environnement numérique de travail premier degré. Et là, ça a été la catastrophe. Pourquoi ça a été la catastrophe ? D'abord parce que les enseignants venaient de subir 3 ans ou 2 ans de réformes catastrophiques dans l'éducation nationale. Mais tout ce qu'on proposait à Sainte-Luce pour monter un projet de NT et le faire vivre, c'était de dégager 6 journées dans l'année d'enseignants pour qu'ils se forment, qu'ils forment les autres, qu'ils animent le projet et qu'ils le développent. Alors on nous disait oui, il y aura du personnel du rectorat qui allait venir de temps en temps, oui, une partie des moyens de formation des enseignants qui allaient être ciblés là-dessus, mais absence totale de moyens. Donc dans la région, il y a 3 communes qui ont accepté de s'engager, Saint-Nazaire, Sainte-Luce et Cholet. On s'est limité à Sainte-Luce sur une école sur 6. Cholet et Saint-Nazaire, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc on se retrouve au niveau régional avec 5-6 écoles qui vont se lancer. Et dans les autres écoles, beaucoup de méfiance, beaucoup de retrait, beaucoup de recul par rapport à ce type de démarche que les gens ressentent, les instituts ressentent comme quelque chose de très lointain, de très distant, de menaçant pour leur activité, avec une absence d'accompagnement et une absence de prise au sérieux des enjeux de transformation que cela implique. Donc vraiment un signal d'alarme sur l'e-formation, l'éducation numérique, l'intégration du numérique dans l'acte d'enseignement, où je ne vois pas les progrès qui sont faits dans ce pays. Alors ensuite, quelques mots sur les dynamiques d'innovation sociale, puisque je ne vais pas parler de chacune des fractures, mais qu'est-ce qu'on peut dire des fractures ?
Alors d'abord, quelque chose qui me frappe moi tout le temps, c'est qu'on ne parle... quand on parle du numérique à la télé, dans les radios, dans les journaux, on parle majoritairement des gentils explorateurs. Alors que si vous demandez à n'importe lequel de vos voisins qui n'est pas spécialiste de numérique quel est son rapport au numérique, il vous parlera que de services payants ou de services gérés par des acteurs commerciaux. Donc, on parle toujours d'innovation sociale, d'exploration de nouveaux chemins, nouvelles pratiques, mais on oublie que l'océan, c'est quand même l'océan du big business purement libéral qui cherche à s'affranchir d'un maximum de règles. Cela n'empêche qu'effectivement, je vois bien, et on le perçoit, ça ne nous est pas étranger, toute une série de démarches qui sont des démarches d'innovation sociale, d'exploration de nouveaux modèles, de tentatives d'inventer des manières de concevoir des activités, des produits, des projets, des services collectifs, que je ne vais pas balayer ici dans le détail, qui rejoignent finalement des préoccupations assez anciennes de la gauche ou des mouvements progressistes, dans la manière de penser le développement et de penser la vie en commun. Donc nous, on veut continuer, j'y reviendrai, à aider ces explorateurs pour qu'il y ait de plus en plus de petits bateaux sur l'océan et qu'il n'y ait pas que les piranhas du marché pour être très caricatural. Parce que finalement, ces questions des fractures, elles sont d'une banalité sans nom. Et relisons Marx ou n'importe quel grand penseur critique du XIXe siècle. Il vous parlera d'accès, d'espace public, de liberté, de projets collectifs, d'intervention publique, des inégalités sociales, générationnelles, géographiques, culturelles. Les fractures, c'est finalement jamais qu'une manière de dire inégalité politiquement correcte. Donc, je crois qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux et qui est déjà la pratique d'un certain nombre d'acteurs. C'est que le numérique n'est pas un secteur différent des autres au sens où il appellerait des outils de la critique sociale radicalement nouveaux, même s'il y a des développements théoriques nécessaires spécifiques au numérique. Il faut le soumettre, comme les différents outils, les différentes activités nouvelles, à des éléments de critique sociale classiques pour discuter de la maîtrise collective, pour construire les mobilisations, pour construire les rapports de force qui permettent de tirer dans telle ou telle direction l'avenir de ce secteur, ses régulations et son apport à la société. Donc c'est extrêmement facile de dire ça, mais je crois que c'est un point de vue qui peut se mettre en débat et qui me semble fructueux si on veut éviter que ce soit un sujet de spécialiste et si on veut réintégrer la question du numérique au cœur du débat public. Alors je vais passer ça. Alors nos positions politiques par rapport à ça, de manière un peu opérationnelle, elles sont quelques-unes, on pourra en débattre. 1, on souhaite contribuer à la dynamique d'un territoire créatif, la dynamique intellectuelle, culturelle, de l'innovation sociale, de l'expérimentation, est en soi une dynamique à favoriser, comme la science libre, indépendamment finalement de ce à quoi serviront ces découvertes ou ces inventions. Il y a besoin d'un terreau vivant si on veut trouver des éléments de vivier, de levier, pour inventer de nouvelles pratiques, pour trouver des alternatives aux modèles qu'on nous propose. Et donc ce territoire créatif, il doit alimenter une logique d'expérimentation et une logique d'innovation ouverte et non technologique qui viennent s'ajouter à l'approche classique de l'innovation, où l'innovation, ce serait une découverte d'un scientifique qu'il faudrait appliquer dans la société ou dans l'économie. Donc ça veut dire qu'on travaille en ce moment à la région sur le lien entre culture et économie numérique, sur la relance d'appels à projets autour de l'expérimentation ou autour de l'innovation sociale au sens plutôt sociétal, et qu'on est en train de travailler avec Oseo, avec d'autres acteurs, pour avoir une approche beaucoup plus ouverte de l'innovation, beaucoup plus amont que la création d'activités économiques au sens strict. Ensuite, il faut reconnaître des modèles économiques alternatifs et des missions de service public. Si on prend les entreprises de l'Ouest numérique, il y en a un certain nombre qui vivent avec des fonds publics. Et alors, comme le monde associatif développe un certain nombre de services et de produits avec des fonds publics. Tout le débat est de savoir dans quel domaine, dans quel secteur, au nom de quelle légitimité, il faut mettre de l'argent public pour faire vivre de la production de biens et de services qui échappent aux strictes logiques marchandes. Et puis le troisième élément, on pourrait y revenir, c'est l'aide à la structuration du débat public, l'aide au mouvement associatif, une tentative d'animation de tous les outils de l'éducation populaire autour de cette question du numérique pour que le débat vive, qu'il soit diversifié, que des contre-pouvoirs émergent, qu'un débat contradictoire se structure
Et là, on aide ou on a aidé déjà un certain nombre d'outils dont certains ont des représentants dans la salle. Alors pour terminer, le rapport à l'information. Donc là aussi, est-ce qu'on est nouveau? Alors moi, l'open data, j'y connaissais rien. Donc je suis allé voir très très rapidement. J'ai trouvé des choses fascinantes. D'une banalité pour le moment fascinante. Je ne me suis pas permis de regarder ce qui se passait à Nantes, donc je suis allé voir ce qui se passait sur la ville de Paris, où je me suis rendu compte que je pouvais trouver toute la liste des crèches, la liste des bureaux de vote, un certain nombre d'adresses de services, des relevés d'AirParif, toute une série de données dont je ne savais pas qu'elles n'étaient pas accessibles, qui deviennent accessibles aujourd'hui. Et donc, on voit bien que là, il y a un mouvement qui permet soit de faciliter la vie quotidienne, soit de permettre l'appropriation citoyenne. Alors, juste un petit témoignage personnel, quand je faisais de la recherche, je travaillais sur des objets de politique européenne. Il y a 10 ans, quand je travaillais là-dessus, je trouvais toute la littérature grise, toutes les colloques, les conférences, les déclarations publiques qui permettaient de remonter sur 5 ans sur la genèse d'une politique publique. Aujourd'hui, allez sur le site de l'Union européenne, vous trouverez la même chose sur 6 mois ou sur 1 an, maximum, et vous ne trouverez plus les éléments qui vous permettent de construire une vraie réflexion politique critique. Donc moi, j'aimerais bien qu'on en discute, savoir à quoi ça sert l'open data. Si c'est pour mettre des tas de données de la vie quotidienne en ligne, c'est très sympathique. Si c'est pour mettre des vraies ressources qui servent à la construction du débat public, là, ça devient quelque chose, de mon point de vue, de beaucoup plus sérieux, au sens d'un enjeu beaucoup plus fort. Enjeu qui me semble encore plus important, c'est les données sont-elles des biens publics? Donc tout le débat sur la numérisation des livres et la privatisation de la numérisation des livres. Tout le débat sur les publications scientifiques. Il y a quand même aujourd'hui un débat très fort dans le monde scientifique pour aller contre les revues scientifiques qui ont rendu fermé le monde de la connaissance et pour le rouvrir avec des plateformes d'accès libre gérées par les chercheurs pour mettre à disposition la connaissance, retrouver des logiques d'échange et d'égalité dans l'échange. Et puis, faut-il privilégier l'accès direct aux données? Qu'est-ce que ça donne un citoyen face à une marée de données? Est-ce que ça fait quelqu'un qui est capable de s'orienter, qui est capable de structurer sa réflexion critique, qui est capable de prendre position et d'intervenir dans le débat public? Donc il me semble qu'on se perdrait à défendre simplement l'idée qu'il faudrait que tout soit disponible partout. Et qu'on se retrouverait à défendre l'idée qu'il y a une nécessité plus importante aujourd'hui que jamais de structurer, de médiatiser ces informations pour créer la possibilité d'un débat. Parce qu'aujourd'hui, donc, les contenus sont extrêmement riches. D'ailleurs, le numérique n'a rien inventé, puisque pour ceux qui aiment les ouvrages sur l'histoire de la littérature, vous irez dans Jean-Pierre Jeunette, qui était extrêmement célèbre dans les années 80, au début des années 90. Donc hypertexte, métatexte, paratexte, tout est chez Jean-Pierre Jeunette. Et ce que disait Jeunette, c'était il y a un corpus du savoir et de la connaissance et de la littérature, et on peut naviguer dans ce corpus, trouver des correspondances, des liens, des dérivations, pour faire se dialoguer les époques, les intellectuels, les créateurs, et nourrir la réflexion. Finalement, c'est ça le projet du web, un web qui est structuré par des passeurs, des médiateurs, des provocateurs, des contributeurs, et un web qui est en train d'être tué avec la privatisation rampante que sont les applications, les modèles propriétaires autour d'Apple ou d'autres. Ces contenus massifs, ils ne sont pas pour moi aujourd'hui structurés. Wikipédia, j'ai jamais vu une encyclopédie plus triste et plus vide que Wikipédia. Donc l'encyclopédie ou le raisonnement, l'accès raisonné aux connaissances disponibles sur le net reste complètement à construire. Et moi, ma conviction personnelle, c'est que pour faire un métier, autant avoir des bons professionnels. Et les bons professionnels, il y en a deux catégories, c'est les journalistes sous toutes leurs formes et les bibliothécaires ou les archivistes, on pourrait dire, qui ont justement comme science soit de rendre disponibles les données, soit de donner à voir, d'éclairer, de problématiser des contenus. Donc du coup, ça m'amène à ma fin. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un duplicateur à alcool. Je l'ai connu. Mes parents faisaient leur tract
là-dessus dans les années 70 à Cérézin-du-Rhône, dans l'agglomération lyonnaise. J'ai cherché une image d'un stencil sur web, je n'en ai pas trouvé. Et donc finalement, la seule chose que je voudrais dire, c'est que le web, finalement, c'est ça. C'est-à-dire que la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir si l'outil est plus performant que celui qui existait à ce moment-là, c'est de savoir si on est capable de concevoir des messages et de les porter à leur destinataire sur cet espace de nature radicalement différente. Donc la question se pose pour la communication politique, qui pourrait faire autre chose que de l'image. Sur un certain nombre de sites d'hommes politiques, on voit les vidéos de leurs interventions, mais on ne peut pas accéder au texte de leurs interventions. Je trouve que c'est une manière de faire le pari que personne n'ira les écouter, ou qu'il sera plus difficile d'échanger les contenus, de les critiquer, de les annoter, de les transformer. Je trouve que c'est une pratique extrêmement compliquée. Par contre, le numérique nous donne des tribunes beaucoup plus importantes que les tribunes qu'on a habituellement, à part la télévision. Donc il y a une strate intermédiaire du débat public qui peut être utilisée. On peut, avec un blog, toucher plusieurs milliers de personnes sans trop de difficultés, avec un peu de continuité, ce qui était assez difficile, même avec le porte-à-porte. Par contre, il y a beaucoup de beaux creux. Donc il y a quand même beaucoup de sites ou de blogs de responsables politiques qui ne disent rien sur rien et qui sont simplement des espèces de chroniques distanciées. Ensuite, on a les nouveaux médias numériques, blogs, web radio, télé citoyenne, etc., qui sont aujourd'hui des domaines émergents et dont je pense qu'ils ont besoin de l'intervention publique pour leur permettre d'exister et pour leur permettre de se développer, même si certains peuvent trouver des modèles économiques différents. Et puis on a finalement la presse multimédia qui rebondit du numérique au papier, du papier à la radio, de la radio au numérique, de l'événement au contenu, et qui se saisit d'un instrument supplémentaire en partant d'un sens ou de l'autre pour faire simplement son boulot de journaliste. Donc là, je ne fais pas de la démagogie localiste, mais je prends quand même des exemples locaux. Entre aujourd'hui Prune, dont quand même un des principaux vecteurs de diffusion, c'est le podcast, autant si ce n'est plus que la radio elle-même. Et les développements de la radio numérique vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans ces logiques-là, mais je crois que c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres radios associatives. Terra Echo qui est parti du site internet pour arriver au mensuel papier. La lettre API qui est à la fois numérique, à la fois papier, à la fois événementiel. Et on pourrait trouver beaucoup d'autres, c'est peut-être ceux que je connais le mieux, ou que je fréquente, ou que je le lis, ou que j'exploite le plus, que je cite. Donc j'espère que je n'aurai pas fait de jaloux. Donc je plaide moi vraiment pour qu'on réhabilite les médiateurs, les intermédiaires, ceux qui structurent de la pensée et des contenus sur cet espace numérique, qu'on leur donne des moyens de valoriser leurs compétences et d'être accessibles et reconnus si on veut véritablement construire un débat citoyen. Dernière slide. Donc ma conclusion. Donc, moi je ne crois pas à une politique numérique, ou une politique du numérique. Je crois à une revisite des politiques publiques en intégrant une dimension numérique qui est aujourd'hui omniprésente, qui est plus présente sur la question des accès ou d'une filière économique particulière, mais qui est transversale aujourd'hui dans tous les enjeux de société. Je crois que la principale bataille doit se tourner sur l'articulation publique-privée dans la définition de la sphère publique, de son domaine d'intervention et des modes de régulation. Et puis je crois que notre principale mission citoyenne et d'élus, c'est d'aider à une vulgarisation, une structuration du débat public sur ces enjeux. Pour moi, aujourd'hui, le numérique relève presque des mêmes domaines que la culture scientifique et technique, c'est-à-dire d'objets technico-scientifiques étrangers au vulgaire et au monde commun, et pourtant omniprésents dans leur environnement. Donc il y a un risque fort de perte de maîtrise du monde dans lequel ils vivent pour les citoyens, et que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de retrouver cette capacité de régulation et d'emprise collective sur ce monde nouveau qui nous environne et qu'on fréquente en parfois l'ignorant. Merci beaucoup. Merci Christophe pour cet exposé honnête. Je vais commencer par lancer la première question, le temps que chacun fasse le tri dans toutes les données qui sont arrivées. Je vous signale qu'il y a Brigitte qui doit être par là. Elle apparaît avec un micro
qui peut se balader parmi vous. Ma première question, puisqu'on est ici au Conseil de développement de Nantes Métropole, c'est après ton exposé régional de recentraliser un petit peu le propos et juste te questionner sur la manière dont vous travaillez sur ces questions-là avec la communauté urbaine. Je voulais te poser la question notamment dans le domaine de l'open data, mais tu as dit à la fin que c'était quelque chose, un sujet sur lequel tu n'avais pas énormément réfléchi. Alors, du coup, autre question, est-ce que ça veut dire que le conseil régional n'y réfléchit pas beaucoup ? Est-ce qu'il y a une réflexion et une volonté derrière d'enclencher une dynamique ? Et si oui, est-ce qu'elle va se coordonner avec celle qui a été annoncée par la ville de Nantes et Nantes Métropole ? Voilà, ça peut faire une première grosse question. Je réponds à chaque fois. Ouais. Alors, Open Data, il n'y a pas de réflexion au conseil régional. Alors, juste ça, Open clair. Data, madame ? Je voudrais peut-être apporter une petite précision. Ouest Numérique, justement, dans la filière, Open Data a été intégré dans l'axe décisionnel du domaine. Donc, c'est assez nouveau, ça date de la semaine dernière. Ouais, vous m'entendez pas ? Ah bon, d'accord, si ça marche. Bon. Voilà, simplement pour vous dire que l'open data, donc ça a été intégré donc, au domaine décisionnel de la filière, à Ouest Numérique. Donc il travaillera au niveau régional sur le sujet. Donc oui, donc nous on n'y a pas réfléchi, je dis clairement. Mais voilà, on n'a rien. Un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le problème. Enfin, je crois que ça serait intéressant, alors peut-être de repartir de l'expérience ou de la réflexion qui a eu lieu dans Nantes Métropole, de voir ce que pourraient être les propositions des acteurs d'ici, des acteurs de la région. Pour vous, c'est quoi les enjeux ? Ce serait quoi les priorités ? Quels sont les types de données les plus intéressantes et qu'il faudrait rendre publiques ? Je crois que la culture de la transparence et de la participation démocratique citoyenne, on l'a, donc il n'y a aucun obstacle a priori. Mais on n'y a pas travaillé, il n'y a pas eu d'échange entre collectivités là-dessus. L'essentiel des échanges entre collectivités sont soit sur l'accompagnement des filières. Le jour de l'inauguration, enfin du lancement de Ouest Numérique, Charles Gauthier, donc sénateur maire de Saint-Herblain, vice-président au développement économique dans notre métropole, était également présent. Donc là, il y a une fluidité de travail en commun. Et puis sur l'articulation des réseaux numériques et des initiatives publiques. Où là, mais je ne voudrais pas parler à leur place, donc Nantes Métropole travaille sur une DSP pour un réseau d'initiatives publiques métropolitain. Et donc là, on a un comité de travail permanent avec eux pour réguler le déploiement de Gigalis et les perspectives de la DSP. Donc pour faire simple, sur des questions auxquelles on est confronté très concrètement, sur un cas comme ça, c'est il y a des utilisateurs. Ils ont des besoins d'accès à haut ou très haut débit et avec un niveau de qualité de service élevé. Leurs besoins sont immédiats. On a un outil Gigalis qui peut rendre des services. La DSP de Nantes Métropole, elle va venir que dans plusieurs mois. Si Gigalis s'installe partout, la DSP n'aura plus la possibilité d'avoir son économie propre et sa rentabilité. Et si on dit non à toutes les demandes en attendant la réalisation de cet outil numérique supplémentaire, on va poser des problèmes à un certain nombre d'acteurs économiques. Donc là, on se régule très concrètement et l'objectif à terme, c'est de faire converger les tarifs et les qualités de service entre les offres de Gigalis et les offres des différentes initiatives publiques dans la Sarthe, en Mayenne, en Maine-et-Loire, à Nantes, à Laval ou ailleurs. Ce qui est compliqué puisque un des enjeux majeurs, c'est quand même de pouvoir proposer une offre plus performante et moins chère que le marché pour avoir un avantage compétitif pour nos territoires. Et en même temps, il y a des contraintes d'équilibre des comptes sur des investissements extrêmement lourds qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est hyper technique, mais c'est par contre une concertation permanente entre la région et les différentes collectivités, dont Nantes Métropole. Bonsoir, Monsieur Clergeau. Claire Gallon, Libertic. On travaille sur l'ouverture des données publiques, justement, à Libertic. Donc là, vous avez bien un peu éludé la question sur l'ouverture des données tout à l'heure. À l'instant, vous parlez donc d'infrastructures, finalement, de mise à disposition. Vous avez parlé sur l'innovation dans la région de quoi ? De deux choses. Du réseau, de la mise à disposition de la DSL, du haut débit, etc. Et vous avez parlé de la création des réseaux.
Ce sont les deux choses moi, que j'ai retenues sur le développement pour l'innovation sur le territoire principalement. Or, à aucun moment, et c'est justement l'enjeu de l'ouverture des données publiques, vous n'avez évoqué le terme de l'alimentation de ces réseaux et de ces usages. Et c'est ça le principe de l'ouverture des données publiques, c'est donner du terreau, de la matière à la création de services et d'innovation. Vous avez aussi fait grand cas des débats publics. Et de l'autre côté, vous indiquez que finalement, l'ouverture des données publiques, bon, ça reste finalement gadget, alors que c'est aussi un moyen d'alimenter ces débats-là. Donc, ma question, c'était... finalement, elle a déjà une réponse. Et a priori, vous n'avez pas de grande ambition sur la thématique d'ouverture des données. Pourtant, la région a bien eu des groupes de travail avec l'OTAN et avec la FING sur cette thématique-là. Alors que le Nord-Pas-de-Calais, l'Aquitaine, la PACA, l'Île-de-France, la Bretagne sont investis dans un programme d'ouverture des données, quand est-ce que la région va envisager de finalement alimenter tout ce système qu'elle est en train de mettre en place? Et on voit bien qu'il y a une grande dynamique sur le territoire, qu'il y a les acteurs, qu'il y a une volonté, mais à un moment, il faut comprendre aussi les enjeux et les possibilités que vous avez en interne pour alimenter tout ça. Est-ce qu'il va y avoir une réflexion dessus ? Moi, je peux vous répondre, oui, j'aurais pu vous répondre, oui, on est en train d'y travailler, on va faire des choses géniales et on vous en reparlera dans 3 mois. Donc, moi, j'ai pas l'habitude de mentir. Donc, ne travestissez pas de votre côté ce que j'ai dit. Quand je suis revenu sur l'open data, j'ai justement dit que moi, si c'était pour simplement mettre des données de vie quotidienne en ligne, je ne voyais pas l'enjeu majeur. Si c'était parce qu'on pensait que toutes ces ressources pouvaient alimenter un débat citoyen, là ça m'intéressait, et qu'à ce moment-là il fallait discuter ensemble de quelles étaient les ressources qui étaient prioritaires en termes de mise à disposition, justement, comment il fallait alimenter cette logique de débat public. Donc je pense que sur le fond, on est complètement en phase. Après, vous avez cité des régions qui ont fait des choses innovantes dans ce domaine-là. Très bien, on peut benchmarker, voir avec eux, on peut travailler avec vous. Il n'y a aucun obstacle non plus. Mais je ne vais pas vous dire qu'on a travaillé dessus quand ce n'est pas le cas. Donc ensuite, quand on invente des choses, une institution n'est pas intelligente. Donc elle ne réfléchit assez peu par elle-même. Elle réfléchit parce qu'elle est stimulée, sollicitée, parce qu'on lui adresse des propositions et parce qu'en fonction de ses orientations politiques et de ses valeurs, elle réintègre ses propositions, elle les transforme en politique publique. Donc moi, j'ai en charge ces questions-là depuis quelques mois. Il y a pu y avoir des ruptures de réflexion et tout dans les services de la région. Mais on est à votre entière disposition pour bosser là-dessus. Est-ce que j'en ai reçu depuis 1 an ? À la région, non, on avait beaucoup à faire sur nous. Très bien. Bon. J'ai jamais été sollicité sur cette question-là pour le moment par les réseaux, mais on est complètement ouvert. Qu'on vous approche, donc vous attendiez avec grand plaisir les acteurs. Très bien, ce sera fait. Donc à l'issue de cette réunion, il y a un petit échange de cartes de visite. Très bien. Bon, de toute façon, d'abord je voudrais faire un petit commentaire. Je suis assez frappé quand même par l'ampleur de l'exposé et quand même son caractère à la fois. Tu as dit que tu connais pas un connaisseur, mais je trouve que c'est quand même une vision extrêmement large et en même temps à la fois critique et qui prend acte aussi des échecs passés. Alors, il y a eu 2 phrases sur quelque chose et je me suis, dans un autre milieu, je me suis rendu compte aussi, parce qu'il y a un comité national qui s'occupe des TIC plus stratégiques, et j'ai découvert que ce que tu as dit sur les jeunes et les métiers est quelque chose qui n'est pas toujours très perçu. Il faut voir quand même que, je ne parle pas de la formation au numérique de base, mais je parle de tous les gens qui veulent, ou les entreprises, ou les activités qui veulent se développer dans le domaine du numérique. Il faut savoir le problème, j'allais dire, absolu de la perte d'intérêt global des jeunes pour le métier du numérique depuis l'éclatement de la bulle Internet. C'est massif, c'est dans tous les pays. Tous les pays, quelque part, les professions scientifiques sont de moins en moins demandées. Dès qu'un pays arrive à un certain niveau technologique, c'est plutôt la gestion, le droit qui deviennent intéressants pour les jeunes. Et dans ce schéma déclinant pour l'intérêt des disciplines scientifiques, il faut comprendre que l'intérêt des jeunes, après les bacs pour les métiers dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, est en chute.
que ce soit au niveau dans les universités, au niveau des maîtrises, et que ce soit dans les écoles d'ingénieurs que je connais mieux. Et là, quand je fais le diagnostic, il est frappant. Ce sont les écoles qui ont le plus de peine à recruter. Donc à la fois, les techniques numériques envahissent complètement l'univers mental et la vie quotidienne des jeunes, ne les fait plus rêver. Et il y a toute une perte d'intérêt. Je ne sais pas si c'est réversible, mais c'est quelquefois une préoccupation que doit avoir. Alors, je ne sais pas si c'est la responsabilité des régions ou des organismes, mais comment faire pour que derrière cet intérêt sur les techniques qui sont complètement capsulées, les gens font des usages du numérique, voir derrière qu'il y a des métiers, des développements sur lesquels s'investir. Alors dans ce paysage incroyable, il y a évidemment le problème du genre, puisque s'il y a un domaine qui fait fuir les filles dans le domaine scientifique, c'est bien ce domaine-là. C'est le secteur où la proportion de femmes dans le domaine d'ingénierie ou ingénieur est 10 ou 15%, c'est-à-dire moins que dans le génie civil, moins que dans... Donc il y a un problème sociologique majeur. Excusez-moi, je vais vous demander vraiment votre question. C'était un commentaire, j'ai dit que je n'ai pas dit qu'une question. Parce que vous aviez commencé une tournure qui allait aboutir à une question, non, du coup je me suis un peu perdu. C'est parce que je rebondis sur le commentaire qu'avait fait. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter, qu'on sache Bernard Romeau, donc je suis à l'Université de Nantes, mais je parle parce que je suis à la commission d'éthique d'ingénieurs qui s'occupe d'habiliter les formations, donc j'ai un point de vue très national, très clair sur ce qui se passe pour ces métiers-là. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir, Anthony Torzek, rédacteur en chef de la Radio Fidélité et président du Club de la Presse de Nantes Atlantique. Sur la question de la libération des données publiques, ça intéresse forcément les journalistes. On travaille aussi sur la question au sein du Club de la Presse. Et quel regard portez-vous, Monsieur Clergeau, sur le fait que les productions des élus pourraient être un peu plus évidemment libérées, même au niveau numérique? Pourquoi production des élus? Parce que ça permettrait aussi de réhabiliter le politique vis-à-vis de l'administratif, les cabinets, etc., qui prennent de plus en plus d'ampleur, un peu trop sur les élus. En tout cas, c'est le regard que nous portons, nous journalistes. Et quel type de production pourrait être mise en ligne, j'allais dire, et jusqu'où iriez-vous dans la transparence de vos informations? Alors on va peut-être prendre une deuxième question, histoire de faire un tir groupé. Oui, bonsoir, Dominique Luneau de la Lettre API. Juste un petit commentaire complémentaire. La ville de Rennes a annoncé aujourd'hui qu'elle allait ouvrir ses données budgétaires en open data. Les comptes administratifs, les budgets, les passés prévisionnels vont être totalement ouverts. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais j'imagine que ça suppose également une forte activité de médiation. Et voilà un boulot pour les journalistes en particulier, mais certainement pas seulement. Alors j'ai l'impression qu'il y a décidément beaucoup de questions sur l'open data. Thierry Guidet de la revue Place Publique. J'interviens sur un autre point, mais comme Philippe Audic l'a dit dans son propos liminaire, on ne peut pas profiter de la présence de Christophe Clergeau parmi nous sans évoquer l'actualité et les résultats extrêmement décevants obtenus par les universités de Nantes et de Rennes dans le cadre du Grand Emprunt. Donc j'ai une double question. Comment peut-on expliquer cet échec collectif aux conséquences importantes? 2, pourquoi cette espèce d'assourdissant silence autour des décisions de l'État? On entend très peu de réactions des politiques, pas de réaction de l'université à ma connaissance non plus pour l'instant. Pour quelle raison? On va répondre à tout ça déjà. Enfin, Christophe. Alors, juste un mot sur ce que disait Bernard Romeau sur les filières de formation. Il n'y a pas d'approche par filière des formations. Donc, sauf sur le génie civil à l'Université de Nantes. Et donc, moi, je plaide pour qu'il y ait une vraie approche consolidée de l'ensemble de la filière, un dialogue entre le monde professionnel et le monde de la formation, une communication forte sur les métiers, qui, justement, pour rendre visibles les parcours, les possibilités et pour avoir une action en direction des jeunes. Le BTP a fait cet effort depuis 10 ou 15 ans, a pas mal redressé la barre. C'est vrai que l'informatique est en danger. Alors, sur les données, alors prenons... Alors donc, il y a toute une série de données qui sont déjà publiques,
qui sont publiques sous forme au titre de l'accès aux documents administratifs. Donc, non, qui ne sont pas de l'open data. Justement, j'ai bien conscience de ça, c'est à ça que je voulais venir. Donc il y a un premier stade de l'open data qui pourrait être de mettre à disposition de manière ouverte et en version numérique toute une série de données qui sont des documents administratifs qui sont accessibles de par la loi. Moi, ça me semblerait, sans avoir réfléchi ou connaître précisément le sujet, assez naturel d'y arriver assez rapidement. Accessible et réexploitable. Mais c'est là que je vais revenir. Là encore, je réfléchis à voix haute et par rapport à la question sur la littérature grise des élus ou les différentes formes d'expression ou de construction de la décision publique. Comment dire ? Un compte administratif, pour prendre cet exemple-là, qu'est-ce que ça veut dire de le rendre disponible et réexploitable ? Pour qui, comment ? J'ai pas la réponse. Mais tous les types de données nécessitent des modalités d'appropriation. Donc, à quel moment on rend service au débat public, à quel moment on le déstructure dans la manière de mettre à disposition des données. J'ai pas la réponse à ça. Je me pose la question en vous écoutant. Et moi, à titre personnel, par exemple, quand je travaillais du coup, en tant que chercheur sur le processus de création de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, j'aurais bien aimé pouvoir accéder, par exemple, à tous les amendements parlementaires qui n'étaient pas disponibles sous forme numérique. Et souvent, quand on va sur les sites de l'Europe, de l'Assemblée ou des collectivités, par exemple, on a beaucoup de mal à trouver les résultats des votes et de savoir qui a voté quoi. Ça, c'est des choses extrêmement simples de la fabrique des politiques publiques au sens des actes formels dans des assemblées délibératives ouvertes au public, dont il me semblerait naturel qu'elles soient rendues disponibles et exploitables au sens vraiment appropriable par n'importe quel citoyen à partir de son ordinateur. Après, il y a tout le processus interne. Je ne sais pas, des débats de commission, des rapports d'étape de réflexion. Là, je ne suis pas sûr que ce soit utile et que ce soit un service à rendre au monde politique que d'avoir une transparence totale. Parce que s'il y a une transparence totale, il n'y a plus de vie interne des institutions, il n'y a plus de fabrique collective des décisions en amont de la phase délibérative ou de la phase de consultation de l'opinion, de rencontre avec les associations, etc., etc. Donc il faut arriver à distinguer ce que sont les moments intimes d'une institution, quelle qu'elle soit, qui a d'une certaine manière le droit à l'intimité, et les moments qui sont ceux du débat public, de la consultation, de la confrontation, de la décision, sur lesquels on devrait pouvoir aller à la transparence la plus forte et l'appropriation et le traitement des données le plus fort. Moi, c'est comme ça que je réagis spontanément. Alors sur la question donc, de Thierry Guidet sur les investissements d'avenir, donc comment répondre ? Alors d'abord, pourquoi il n'y a pas de réaction ? Donc il y en a eu quelques-unes. Moi-même, j'ai fait un communiqué de presse au nom de la région il y a vendredi. S'il n'y a pas de prise de position plus forte, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. C'est-à-dire, on sait que les dossiers n'ont pas été retenus, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'ils ont été jugés mauvais, s'ils ont été jugés bons, mais doivent faire ses preuves pour être ensuite sélectionnés dans des deuxièmes phases, puisque sur à peu près tous les volets des investissements d'avenir, il y aura une deuxième étape, dont on ne connaît pas le calendrier, dont on ne connaît pas les modalités. Donc il y a un jeu très compliqué à réagir sans information autre que l'information brute, on est pris ou on n'est pas pris à l'instant T. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, qui est parfaitement hypocrite, c'est que il y a un processus qui est en cours, on n'est pas arrivé au bout, il y a les décisions sur les instituts de recherche technologique, il y a le processus qui est pas dans le grand emprunt, mais sur les centres de recherche de lutte contre le cancer. Donc on veut aussi voir ce que ça donne à la fin des courses. Et donc avant de crier, on veut savoir jusqu'à quel point on a mal, d'une certaine manière. Après, pourquoi il y a pour le moment relatif échec, puisqu'il faut bien l'assumer comme ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On va dire, il y a 3 réponses possibles parmi les plus tranchées. Il y a la réponse selon laquelle finalement tout ce processus était un processus en partie écrit d'avance parce qu'il conduit à donner les moyens à ceux dont on savait déjà qu'ils étaient soit les plus gros, les mieux installés, soit les plus visibles dans le paysage. Et donc on aurait fait un appel à projet
qui ne reconnaîtrait que les forces installées, donc les résultats seraient courus d'avance, pas parce que les dés seraient pipés, mais parce que voilà, ce serait sa logique. La deuxième réponse à l'inverse, c'est qu'on est mauvais. Et il faut bien se poser à un moment la question de regarder dossier par dossier quels étaient les très bons projets, quels étaient les dossiers moins bons. Mais pour ça, il faut qu'on ait les résultats de l'évaluation et qu'on ait des données, qu'on puisse discuter soit avec les jurys, soit avec le CNRS, le ministère ou d'autres. Et puis la notion intermédiaire qui est de dire on a été moins bon que les autres et on peut peut-être encore accrocher des choses, encore améliorer. Et dans cette compétition qui aurait été une compétition, on va dire, loyale, on se rendrait compte que l'Ouest a moins d'armes que d'autres, que l'État aurait fait le choix de concentrer sur les zones les plus fortes, et là qu'il y aura un risque majeur de désertion du territoire qui ouvre des débats politiques autres que le simple débat de l'excellence, puisqu'on n'a jamais ni l'Assemblée nationale ni le peuple n'a décidé qu'on devait soutenir la recherche uniquement sur la base de l'excellence académique. Il y a aussi l'aménagement du territoire, il y a aussi la dynamique d'innovation sociale ou économique, l'appui aux réseaux territoriaux pour créer des emplois, on crée des compétences dans les territoires. Et ce débat n'a pas eu lieu, donc de réinsuffler ces éléments de débat dans une réflexion politique plus large. Dans l'immédiat, je crois que aussi bien les agglomérations, les deux régions, les deux presses, donc breton et ligérien, souhaitent poursuivre, souhaitent redéposer une initiative d'excellence, sauf si on nous dit que notre dossier était vraiment très mauvais et qu'on n'a aucune chance, mais on souhaite continuer à aller dans cette direction-là. On souhaite améliorer les projets et aller au bout de l'exercice avant d'en tirer des conclusions politiques. On va prendre 3 nouvelles questions. Oui, bonjour, Philippe Bertrand. Je travaille dans le domaine de la jeunesse et sport et de la cohésion sociale, et plus particulièrement sur les questions de formation professionnelle. Alors j'aimerais revenir sur la place de l'homme dans ses composantes. C'est à la fois le travailleur du numérique avec les problématiques aussi ligériennes d'accès vers les carrières scientifiques, un domaine où on a un peu contribué en rapprochant le milieu notamment de l'animation scientifique et technique des problématiques de l'enseignement supérieur, puisque je crois savoir qu'il y a une convention qui a été conclue entre ces deux domaines, le citoyen numérique, et puis aussi questionner l'homme politique numérique, mais par rapport peut-être aux besoins de l'homme médiateur. Parce que votre remarque sur la transparence et l'intimité nécessaires pour ne pas plomber les conditions du débat et de la décision, c'est quand même basé sur un présupposé, c'est que le citoyen n'est pas encore assez mature pour comprendre ce que je pourrais résumer dans l'atermoiement, la contradiction, une certaine forme de conflit constructif. Donc est-ce que le débat aussi n'est pas derrière un débat un peu d'éducation collective, et de la même façon que éduquer un enfant, c'est aussi l'apprendre à avancer, à décider tout en doutant, mais à un moment donné, il faudra aussi dépasser cette culture de l'image, ce manichéisme du bien, du mal, et peut-être qu'aussi ce sera un des enjeux de la transparence, que d'être capable à un moment donné d'accéder à ce que vous appelez cette intimité, mais en comprenant en quoi elle n'est pas forcément... elle comporte de contradictions, quoi. Alors, je voudrais justement revenir sur la question de la médiation, parce que la fracture, ce qui m'ennuie un peu, et là vous avez été assez clair, il ne doit pas y avoir de filière, c'est le numérique qui doit interroger l'ensemble des politiques publiques. Et puis une autre chose qui m'a plu, c'est que ce n'est pas la technologie qui doit commander. Et aussi, ce n'est pas l'informaticien qui doit décider quels sont les objectifs des services qu'on apporte. Néanmoins, la première des fractures est basée aussi sur la capacité, vous l'avez cité tout à l'heure dans votre expérience lycéenne, c'est qu'à un moment donné, pour d'autres raisons, vous avez été amené à chercher des médiateurs dans le milieu de l'éducation populaire. Mais je terminerai juste là-dessus. J'ai un élu récemment d'une petite commune qui m'a dit on a réussi à faire baisser le taux de déchets par habitant, non pas en communiquant sur papier glacé, mais en faisant du face-à-face direct. Et ça m'amène donc à ma question, c'est comment vous voyez-vous, comment vous êtes interpellé dans votre métier donc de préparation et de la décision publique, comment vous voyez la démocratie participative avancer grâce à tous ces outils numériques. Merci.
Oui, allez-y. Bon, oui, c'est pas vraiment une question, c'est autant une réaction qu'une question. Jean-Pierre Branchereau, j'ai enseigné donc à l'UFM des Pays de la Loire pendant longtemps. Et je voudrais réagir à ce que vous avez dit à propos de l'enseignement sur l'éducation à l'image et sur l'éducation numérique. Je prends acte de votre constat, je n'ai pas de raison de le remettre en cause. Je voudrais quand même le recontextualiser. Alors d'abord, en termes de formation, la formation à l'image existe pour les enseignants. J'y ai pour ma part passé beaucoup de temps, en particulier sur les objets géographiques de Nantes et de la Loire-Atlantique et des Pays de la Loire. La formation à l'informatique a commencé en 1985 à Nantes avec le plan de Jean-Pierre Chevènement, Informatique pour tous. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on avait du mauvais matériel, MBO5, TO6, parce qu'il fallait soutenir Thomson, une entreprise régionale qui nous a donné du matériel qu'on a traîné dans le fond des classes sous la poussière longtemps, mais qui ne marchait pas très bien. Alors aujourd'hui, et bien qu'on ait jugé inutile la formation des enseignants, puisqu'on vient quand même de la diminuer très très fortement, tant que les UFM fonctionnaient dans leur schéma antérieur, tous les enseignants avaient une formation relativement lourde en informatique. Donc la question, c'est comment expliquer la déperdition, mais qui n'est pas nouvelle, entre une formation et sa mise en œuvre sur le terrain, parce que je ne conteste pas ce que vous avez dit. Alors, par ailleurs, j'ai co-dirigé avec Alain Croix, Didier Guivard, chez Jean-Pierre Landais, le dictionnaire des lycées publics des Pays de la Loire. Et on travaille sur le même projet dans la région Bretagne actuellement. Alors, ça nous a donné l'occasion de voir l'équipement informatique qui est réel. La région des Pays de la Loire a fait un effort. Mais un lycée, c'est souvent 1000 élèves. Et vous avez 3, 4 tableaux numériques. Moi j'ai en mémoire par contre le lycée de Pont-l'Abbé où il y a 300 à 400 ordinateurs, le lycée de Lannion bien sûr, mais c'est un cas particulier. On comprend bien la difficulté matérielle pour une région d'équiper correctement des élèves qui par ailleurs dans leur pratique personnelle sont habitués à un confort autant en termes d'image qu'en termes d'information numérique, et puis à une fréquentation assez lourde. Alors, ça reste une vraie question, mais je crois que la question fondamentale, c'est... je pense franchement que les enseignants ont anticipé sur l'éducation nationale l'accès à l'informatique. Ils se sont tous équipés personnellement avant l'institution. La question fondamentale, c'est ce que disait mon prédécesseur, c'est pas une question de technique, c'est une question de métier. Car ça change profondément le rapport au savoir, le rapport à l'élève, le rapport aux parents, et le rapport à la société. En termes clairs, ça remet en cause quand même profondément ce qu'est un enseignant par rapport à ses élèves et par rapport à une société. Alors je me demande si ce n'est pas un début de question. Il faut demander aux inspecteurs pédagogiques régionaux de travailler là-dessus. Et une troisième, Richard Marty. Moi, c'est un autre sujet, c'est l'aménagement du territoire. Donc, que tu pourrais te présenter. Je vais me présenter évidemment. Donc Richard Marty, je suis directeur du développement territorial de EDF dans le civil et accessoirement un des animateurs de la délégation développement durable ici au Conseil de développement. Donc ma question porte sur la thématique aménagement du territoire. Avez-vous songé, et pourquoi ne pas le faire si ça n'est fait, à créer une sorte d'établissement public régional dont l'objet serait de développer les réseaux de manière à ce que l'ensemble du territoire soit accessible, car c'est sûrement très intéressant de réfléchir au contenu, mais si on n'a pas les bons tuyaux, personne n'aura accès au contenu. Et j'ai bien entendu votre approche politique particulière du sujet, notamment sur la question du service public. Pourquoi ne pas imaginer un système genre péréquation tarifaire qui permettrait d'avoir un certain niveau de débit partout sur le territoire et non pas concentré sur, historiquement, des zones qui ont bénéficié de développement, plutôt Nantes qu'ailleurs en Loire-Atlantique, plutôt des zones industrielles que des zones pavillonnaires, avec des perspectives d'évolution démographique qui sont devant nous, notamment les personnes âgées qui vont aller dans certains endroits, maintien à domicile de celles-ci, avec très vraisemblablement des besoins de débit tout à fait importants sur la partie numérique. Donc ma question, avez-vous songé, réfléchissez-vous à la création d'un établissement public dont les systèmes de financement d'ailleurs pourraient bien faire appel, pardonnez-moi de cette injure peut-être, à des systèmes de PPP, partenariat public-privé. Christophe, 3 grandes questions. Alors,
la première question, c'était donc sur la citoyenneté, la place du numérique dans la démocratie participative, jusqu'où on pouvait aller dans la transparence, etc. Bon. Donc moi, mon problème sur la transparence n'a rien à voir avec le numérique. Je crois que il faudrait ensemble la remettre à plat ce qu'est le chemin d'une idée vers une décision. Une idée est née dans un environnement où il y a des acteurs, les élus sont des acteurs parmi les autres, donc son orientation de départ doit être éclairée par la diversité des points de vue, et avant de prendre des options politiques, qui prend aussi en fonction de ses convictions et du mandat qui lui a été donné par les électeurs, l'élu doit écouter, débattre, confronter. Après, il y a une phase de fabrication des propositions. Après, on rentre dans une logique de consultation. Et tel que ça fonctionne aujourd'hui, on pourrait souhaiter aller vers de la codécision formalisée avec des citoyens. Et donc, dans cette fabrique, il y a des phases de consultation. Et après, il y a une décision. Et ensuite, il y a la mise en œuvre. Bon. Donc, moi, je pense qu'on peut mettre de la transparence, qu'on peut mettre de la mise à disposition des données du débat, de la participation sous des formes physiques, sous des formes numériques, à chacune de ces étapes, en respectant la spécificité. Je dis simplement que il y a sûrement certaines des étapes qui sont des étapes internes de l'institution de production des propositions et des options, où la problématique n'est pas du tout d'écarter le citoyen ou de juger qu'il n'est pas apte à comprendre, qui est simplement le rôle et la mission de l'institution. Ce que l'institution doit présenter, mettre en débat, ce n'est pas toutes les étapes de sa fabrique interne, c'est les grandes étapes de son processus d'élaboration et de prise de décision. Donc si on agit sans jamais écouter en amont, si on décide sans jamais consulter sur les hypothèses, et si on ne livre pas les termes de la décision, là on est en faute. Mais s'il y a des étapes de la fabrication qui restent des étapes internes, je ne pense pas qu'on soit en faute. Et il me semble que sur ces questions clés de comment se forgent des options, comment on choisit entre les différentes solutions ou modèles d'action possibles et comment on décide formellement, il y a déjà un chantier énorme de transparence, de participation démocratique sous toutes les formes, qui en termes de citoyenneté, d'éducation populaire, est déjà un enjeu en soi qui est absolument extraordinaire. Alors ensuite, sur ce qui se passe dans le monde de l'enseignement, je pourrais vous donner juste un exemple récent, c'est la question des animateurs TIS dans les circonscriptions du premier degré. Donc les circonscriptions du premier degré, c'est généralement... animateur TIS donc animateur, technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Les TIS étant devenus les TUIC, les technologies usuelles de l'information et de la communication. Donc en gros, c'est l'échelon de base de l'éducation nationale qui regroupe généralement... je sais pas, un échelon d'une trentaine de milliers d'habitants, on va dire, pour être 30-40 000 habitants, en tout cas moi où je suis, et qui organise le quotidien de l'éducation nationale. Il y a 3 ans, il y avait un animateur TIS, plus d'un plein temps d'animateur TIS sur ma circonscription. Aujourd'hui, il y en a moins d'un mi-temps. Ça résume, et même s'il y a eu des impulsions au départ, si les enseignants ont des compétences et de la volonté, justement, j'ai essayé de l'illustrer, il y avait une volonté de départ. Aujourd'hui, l'institution n'est plus en moyen d'accompagner leur engagement et leurs projets. Et donc, il y a du découragement dans un contexte global de très forte tension et difficulté du métier d'enseignant dans le premier degré, mais c'est vrai aussi dans le secondaire. Donc je crois que là, on est dans une phase de perte de qualité du système éducatif qui se traduit notamment sur ces acquis les plus récents qu'était la prise en compte des technologies numériques. Et quand, vous l'avez dit très bien, la manière d'intégrer ces outils dans l'acte d'enseignement et de transformer l'acte d'enseignement, là on est au balbutiement et le chantier me semble avoir été relativement stoppé. Alors pour la troisième question, là on va toucher à certaines des limites de mes compétences, parce que je ne saurais pas répondre techniquement à toutes les hypothèses. Ce que j'ai compris. Alors Gigalis est un établissement public régional puisque c'est un syndicat mixte. C'est une collectivité locale. En adhérent de Gigalis, il y a aujourd'hui une vingtaine de collectivités, dont l'agglomération de Nantes, dont d'autres intercommunalités, dont le Conseil général de Loire-Atlantique. Il y a des collectivités qui ont choisi d'avoir leur propre réseau de manière totalement autonome, comme la Sarthe, comme le Maine-et-Loire, et qui ne souhaitent pas une mise en commun régionale complète.
Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une coordination de réseaux physiques qui ont déjà des régimes juridiques et des identités différentes. Je ne vois pas bien aujourd'hui comment on pourrait remettre tout ça dans un pot commun. Il n'y a pas de souhait politique de le faire de la part de ceux qui ont construit des réseaux et qui offrent des services à partir de ces réseaux. Et pour terminer, ce que j'ai compris aussi, c'est que dans ce domaine comme dans les autres, l'intervention publique n'était légale qu'à partir du moment où il y avait un constat de défaillance du marché. Ce qui pose des problèmes, y compris pour Nantes Métropole sur le positionnement de sa DSP, mais qui ne nous donne pas la possibilité de développer un service public régional complet. On est obligatoirement en subsidiarité. Donc, ce qu'on essaie de faire, mais là je laisse peut-être des autres nombres de côté qu'on pourrait explorer, parce que je ne les maîtrise pas, moi à titre personnel. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'en subsidiarité des opérateurs privés, on se donne les moyens publics de couvrir l'ensemble des territoires et donc de donner l'accès au débit de qualité pour tous, partout, et aux usagers prioritaires au très haut débit quand c'est essentiel par rapport à leur activité propre. Mais là, je n'ai pas forcément tout le savoir disponible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Notre gentil directeur. Bonjour, alors je m'appelle Sylvie Biomanas, je travaille dans le monde des nouvelles technologies et j'ai repris les études, je suis à l'université de Nantes, je prépare une thèse sur l'innovation numérique dans le secteur culturel. J'ai plusieurs questions. La première, effectivement, est liée autour de ma thèse. J'ai eu un mal énorme à trouver un professionnel qui fasse partie de mon comité de suivi de thèse. J'ai interrogé la région, Nantes Métropole, les départements de la région, et rien à faire. Donc j'aimerais savoir si les collectivités locales vont avoir une ouverture un petit peu plus importante vers le monde universitaire, parce que moi j'ai été enfermée dans le sens inverse. Puisque ma thèse en fait est quand même une thèse avec une approche sur les usages, et essentiellement en sciences humaines. La deuxième remarque que je ferais, c'est en tant que maman de 3 enfants et l'approche sur les espaces numériques de travail. Je suis aussi parent d'élèves, représentante d'une association de parents d'élèves. Et je regrette, mais les parents sur le projet collège-lycée n'ont pas été associés. Et je rappelle que pour moi, l'ENT, le principe de l'ENT, c'est quand même de faire sortir l'école en dehors de ses murs. Et les parents ont quand même un minimum de rôle pédagogique vis-à-vis de leurs enfants. Et je voulais faire quand même une remarque aussi sur le primaire. Il y a des initiatives dans le primaire qui sont prises en dehors des initiatives du rectorat. Soyons bien clairs, puisqu'on est en open source. Il y a des profs qui ont de bonnes idées aussi. Mais quand même, sur les ENT au niveau collège et lycée, on n'a pas été associés. Voilà, moi, je suis dans une association qui est nationale, avec des relais régionaux et départementaux, et on n'a absolument pas été associés en tant que parents d'élèves. Enfin, on n'est pas tous ignorants en matière de nouvelles technologies. On aurait pu avoir aussi notre mot à dire. Merci. J'ai une troisième remarque aussi, mais là qui est plus d'ordre citoyenne. Je suis quand même assez surprise dans la politique des collectivités locales qui a une tendance quand même fortement à privilégier toujours une politique d'investissement, donc sur les réseaux, au détriment souvent de la partie usage. Merci. On a Gabriel. Moi, ma question est toute petite, voire quasiment anecdotique. Ce qui m'intéresse... si, vous allez voir. Ce qui m'a intéressé, c'est ce que vous avez dit à un moment sur Wikipédia. Vous avez dit Wikipédia, c'est triste, etc. Et je voudrais bien que vous développiez ça un peu, parce qu'on peut penser ce qu'on veut de Wikipédia, de ses lacunes, etc. Mais en quelque temps, c'est quand même un mouvement contributif quand même assez phénoménal, qui s'est développé à un tel point que tout le monde l'utilise aujourd'hui, que même les enseignants à l'université renvoient leurs étudiants vers Wikipédia. Donc du coup, c'est devenu quelque chose qui existe et que de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Et j'aurais bien aimé que vous alliez un petit peu plus loin là-dessus. Voilà, c'était mon anecdote. Est-ce qu'on a une troisième? Oui, on a une là, deux.
Votre conclusion porte essentiellement finalement sur l'organisation du numérique. Et ma question est la suivante. Avez-vous étudié l'organisation des grandes métropoles européennes et plus particulièrement des Länder en Allemagne? Du coup, il y avait une dernière question, on va la prendre dans la foulée. Ouais, excusez-moi, monsieur Clergeau, Bruno Deshaies du Conseil de développement. Je vais remuer le couteau dans la plaie de la participation, de la démocratie participative plutôt. À mon avis, il me semble le numérique, c'est d'abord un véhicule. Et en fait, on a, avec l'open data, finalement, est-ce que c'est pas tout simplement de donner les informations basiques sur ce que vous avez cité tout à l'heure, plus important qu'une discussion. Dans une période où on sort d'élections, on a vu un désintérêt assez, à mon avis, phénoménal des électeurs ou des orientations un peu bizarres. Je ne crois pas que ce soit un outil, un véhicule tel que Open Data qui ramène le sentiment des citoyens qui ont l'impression qu'on leur a ôté, je ne parle pas pour moi, mais en général, d'après ce que j'entends autour de moi, on leur a ôté le droit de décision. C'est-à-dire qu'ils élisent des représentants du peuple et que ces représentants du peuple font ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont élus. Merci. Tu as le temps, Christophe, pour bien répondre à tout ça. Il y a des choses de nature diverse. Sur la dernière question, moi je crois qu'effectivement, il faut distinguer la crise. Dans la crise démocratique, il y a de multiples aspects. Il y a un aspect de la manière dont les formes de la démocratie s'éloignent de ce que sont les formes de la vie des gens. Et y compris sur la circulation de l'information, l'accès aux données, etc. Ça, moi, je partage cette idée que si la politique, elle, fonctionne sur un mode totalement différent, et si elle ne sait pas s'adapter, c'est pareil pour l'enseignement, elle perd de sa légitimité, parce qu'elle ne s'adapte pas et ne se fond pas dans le monde qui l'entoure. Et donc ça nécessite de trouver des formes, des modes d'organisation, des modes de mise en débat qui sont différentes. Par contre, moi je partage ce que je pense que j'ai compris de votre intervention sur le fait que c'est pas là qu'est le cœur de la crise politique. Le cœur de la crise politique, pour moi, c'est un problème d'offre politique, quel projet proposé aux gens, et d'exemplarité dans la mise en œuvre d'un projet politique. C'est ma conviction, et je crois que le monde politique n'est pas uniforme de ce point de vue-là. Il y a des pratiques qui sont diverses, j'entrerai pas plus dans le débat, mais que quand il y a une possibilité de transparence, pas au sens forcément de la transparence de tous les actes du quotidien, mais de traçabilité entre ce qui a été une offre à un moment donné, ce qui a été le mandat donné, et ce qui a été la mise en œuvre, y compris dans l'explication des raisons des réussites et des raisons des échecs, on retrouve la base d'un dialogue qui redonne de la légitimité et de la crédibilité. Après, quelle que soit la manière dont on médiatise ça. Sur les landers, moi non, à titre personnel, je ne sais pas si ce travail a été fait. C'est une des choses qu'on fait le plus mal dans les différentes collectivités, le travail de comparaison, de benchmarking entre les expériences menées, parce que ça mobilise, c'est pas dans le temps de la vie de la collectivité, ça mobilise beaucoup d'énergie et de compétences qu'on n'a pas forcément toujours en interne, donc c'est souvent un angle mort qui nous empêche d'avancer, alors qu'à chaque fois qu'on investit dans cette direction, on en retire le plus souvent des richesses réelles. Donc, mais bon, je ne sais pas si vous aviez quelques idées derrière la tête sur des expériences réussies, j'imagine que oui. Mais donc, il faut qu'on s'améliore dans cette direction-là. Sur l'éducation, enfin, puisque les différentes questions que vous avez posées, toutes les structures ont du mal à accueillir les thésards. Les collectivités comme les entreprises, c'est un problème culturel. La thèse fait peur. Et dans les entreprises comme dans les administrations, les gens ne se sentent pas forcément légitimes ou capables d'accompagner une démarche de thèse. Donc ça, c'est un gros travail d'ailleurs qu'on va relancer là, dans les mois qui viennent sur comment on organise une thèse. Ça peut être une thèse CIFRE, donc les thèses en entreprise ou en administration, mais moi je défends le modèle de thèse partenariale où une entreprise ou des administrations
travaille avec un labo sur un vrai contrat partagé. Quand vous me dites je suis allé chercher dans une administration, et pour moi c'est votre labo qui aurait dû chercher pour vous. Bon, après c'est un autre sujet, voilà, comment des labos travaillent avec un environnement pour mettre en place des projets qui peuvent prendre la forme de thèse ou d'autres. Donc ça, il y a une révolution culturelle à faire dans les entreprises comme dans les administrations sur ce qu'on peut tirer d'un partenariat fort avec un laboratoire de recherche, quels que soient les types d'activités. Et ça, c'est un sujet sur lequel aussi on avance doucement, malgré la bonne volonté de tous. Sur les ENT et les usages sur les investissements. Alors, il y a quand même un problème majeur. Là, si je prends celui de l'éducation nationale, mais c'est vrai dans d'autres domaines, c'est de savoir qui est compétent sur quoi. Dans la structuration lycée, donc en gros, déjà c'est l'État qui devrait être compétent sur l'achat du premier matériel informatique. C'est pas les régions. Donc on s'est substitué globalement aux régions. On n'a pas la compétence sur les personnels dans le domaine informatique, pour autant on a mis des personnels. Et après on bascule dans le champ pédagogique et dans le champ du projet d'établissement. Donc on se retrouve dans une logique, et c'est vrai pour les équipements comme pour l'ENT, où il y a un volontarisme politique régional, une mise à disposition d'outils dont on ne maîtrise pas la manière dont ils sont mobilisés au service d'un projet éducatif, ou des domaines où on est obligé de faire avec, donc notamment le rectorat. Et une des difficultés, c'est pas pour jeter la pierre à l'État, c'est que quand on fait État-région, souvent le volet participation des acteurs tombe, parce que la nécessité de trouver le mode de travail avec l'État, qui n'a pas la culture de la participation, concentre toutes les énergies et fait évacuer la participation des autres acteurs. Donc c'est un vrai problème qu'on a. Mais pour aller au fond du sujet, le contenu des ENT, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est nous on a une brique qui est on gère nos personnels en utilisant l'ENT, l'éducation nationale a sa brique interne, après la brique pédagogique elle dépend de l'établissement. Elle n'est pas l'ENT permet ou permet pas certaines choses en fonction de sa conception. Donc là, il y a peut-être des enjeux qui n'ont pas été totalement explorés. Mais la problématique, c'est comment, dans un établissement, on travaille sur le projet d'établissement, sur la place du numérique dans le projet, pas seulement sur l'acte pédagogique, mais jusqu'où on va dans la relation famille, dans le partage de l'information. Là, on retrouve des problématiques d'open data extrêmement claires. Et on constate que ces sujets ne sont pas mis en débat dans les conseils d'administration des établissements, quasiment partout, et que les proviseurs ont du mal à s'en saisir comme d'un outil, comme d'une démarche de projet d'établissement, de projet pédagogique. Donc c'est une vraie difficulté qui rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. On passe beaucoup plus de temps à parler dans un CA de lycée des voyages à l'étranger des élèves que de la manière dont on utilise l'outil informatique. Donc ça, c'est effectivement un constat dont on a une part de responsabilité, mais dont la problématique des usages nous échappe quand même très largement de par la répartition des compétences. Alors sur Wikipédia, alors mon expérience personnelle, c'est qu'une confrontation d'expérience. On trouve des informations de base, mais généralement elles me servent de point de départ, elles me servent rarement d'outils pour former ma réflexion, et je n'ai pas l'impression de trouver dans Wikipédia une porte d'entrée sur les ressources raisonnées du net qui me permettrait de m'appuyer dessus pour aller chercher l'information pertinente pour réfléchir et pour progresser. Et si, sans le comparer, peut-être parce que je ne sais pas l'utiliser, pour comparer mon expérience passée des grandes encyclopédies, le type d'approche est radicalement différent. J'ai trouvé très peu de fiches Wikipédia où les sujets étaient problématisés. Il y en a, c'est encore inégal, encore diversifié, mais j'en ai trouvé très peu. Et là, moi, je le vis pas au quotidien, mais on a, je pense, ici un certain nombre d'amis enseignants inquiets des ravages du web sur la manière dont les jeunes vont chercher l'information pour le web, la retranscrivent dans leur copie, etc. Bon, voilà, moi, ça m'inquiète. Je ne trouve pas le niveau de problématisation que j'attends. Peut-être que je suis trop exigeant, peut-être que je suis mal tombé dans ce type de ressources qui reste utile parce qu'elle donne une information de base qui, si elle est vérifiée, peut être incontestable. Mais... Exactement, je suis bien d'accord. Reste-t-il quelques interrogations, remarques dans la salle? On n'est pas obligé de tenir jusqu'à 20h. Mais Christophe Clergeau est là, donc si vous avez
Eh ben, on va terminer par Philippe. Moi, c'est une remarque et une suggestion d'utiliser peut-être un outil qui a été créé par la région il y a une vingtaine d'années sous la présidence d'Olivier Guichard, qui s'appelle l'Institut de l'Homme et de la Technologie. Parce qu'il me semble que derrière les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, qui ont été abordés de façon globale par Christophe Clergeau, je le remercie encore d'être venu nous faire part de ses interrogations, y compris sur ces sujets-là. L'Institut de l'Homme et de la Technologie, malheureusement, s'est beaucoup ratatiné, je vais dire ça comme ça, par rapport à l'ambition initiale. Alors je ne reviens pas sur l'ambition initiale, il existe toujours. On vient de nommer à la tête de l'Institut de l'Homme et de la Technologie, qui fait partie de Polytech, un sociologue pour diriger les travaux de l'Institut de l'Homme et de la Technologie. Et peut-être la région pourrait demander à l'Institut de l'Homme et de la Technologie de porter quelques réflexions par rapport à ces problématiques qui me semblent émerger derrière ces questions du numérique, de la société et du citoyen.